presque bonsoir. Je suis ravie d'animer cette rencontre de 17h à 18h avec les écrivains qui sont de part et d'autre, de grands écrivains que j'ai le bonheur d'accueillir. Je vais juste rapidement les présenter tous les quatre avant de passer donc un par un donc, à des sujets en rapport avec, bien sûr, autour du thème qui est le nôtre aujourd'hui, qui est l'invention de la langue, et en relation, bien évidemment, avec leur expérience d'écriture, leur vie, leur vécu d'écrivain. Et puis, on verra où est-ce que cette réflexion sur l'invention de la langue et l'inventivité et la créativité verbale nous mènera, parce que ça peut nous mener très loin, hein, vers d'autres langues d'ailleurs. Alors, j'ai le bonheur donc, de présenter Madame Brigitte Smadja, qui est tunisienne aussi, voilà, qui a une œuvre impressionnante à son actif. Moi, j'ai été impressionnée de voir pratiquement 50 ouvrages, en particulier sur ce qu'on appelle la littérature de jeunesse, mais qui est tellement profonde. Enfin, moi, j'ai eu le bonheur de recevoir Le jour où tout a failli basculer, et puis le cœur est un muscle fragile, et il y a beaucoup, on y reviendra, il y a beaucoup de questions que vous posez qui sont bien au-delà de l'âge de la jeunesse. Donc voilà, je vous souhaite la bienvenue en Tunisie. Je suis très heureuse de présenter votre travail et ensuite de vous poser les questions relatives à ce thème. Merci à vous en tout cas. Je vous en prie, je vous en prie. J'ai aussi le bonheur, une seconde fois, de recevoir Néhémie Pierre Daoumé, qui était dans la rencontre de ce matin autour de langue et identité, qui était assez animée, cette rencontre, sur des sujets qui sont très d'actualité. Un grand écrivain très prometteur haïtien qui nous a donné 2 très beaux romans, et même si je sais qu'il n'aime pas trop parler de la langue, je vais quand même lui poser 1 ou 2 questions sur justement cette espèce de forgerie du langage qui se fait, et puis peut-être la naissance de quelque chose qui est au-delà de la langue, qui est le style, et son opinion là-dessus. Voilà. Alors, je passe aussi ici aux écrivains tunisiens, à nos grands écrivains tunisiens qui sont aujourd'hui parmi nous. Je commencerai par Madame Azza Fileli, qui a eu le Comar d'Or, qui a des romans qui sont caractérisés par une écriture incisive, très critique. Alors c'est formidable parce que vous êtes médecin, à côté de vous, c'est Ali Becher est avocat, et vous avez, je pense, il y a une force de l'écriture qui est aussi liée à la précision du regard que vous avez par ailleurs. Enfin, on peut ne pas être d'accord, mais en tout cas, c'est ma manière de voir les choses. Et Azza Fileli, vous nous avez donné de très beaux romans. Je citerai Watan, Les Intranquilles, un peu plus tôt L'heure du cru, qui est un très beau roman sur la jeunesse, sur le sentiment de solitude, la marginalité, l'homosexualité aussi, enfin toute une réflexion sur des personnages qui sont vraiment passés au scalpel, qui sont regardés avec un regard parfois féroce, je dirais, parfois très précis, très incisif, et je pense que aussi le travail de la langue que vous déployez dans tous vos écrits, et dans le dernier, donc, sur lequel on reviendra, bref, Séjour au paradis, sorti chez Nirvana, aussi vaut la peine, vaut le détour pour parler de l'expérience de la langue. Alors, je termine la présentation de nos 4 invités par Si Ali Becher. Alors, Si Ali Becher est un écrivain qui déploie beaucoup de ce que j'appellerais, alors il y a une très grande attention à la langue, beaucoup d'imaginaire linguistique, beaucoup de mots arabes qui rentrent dans son français, dans sa langue d'écriture, et puis très inclusif, c'est-à-dire il y a beaucoup d'interculturalité dans votre écriture. Je pense à un roman de 2002 qui, moi, m'a marqué, qui est Tunis Blues, qui est un très beau livre, où on a à la fois une descendante de républicains espagnols, Lola, qui fuit à Tunis. On a un beurre qui revient au pays, Jimmy, Jamel. On a une journaliste, enfin une série de personnages qui sont extrêmement intéressants. Et je parlerai aussi des autres œuvres, mais là, vous sortez Les lendemains d'hier, vous avez sorti Les lendemains d'hier, qui est un hommage à votre père, et où il y a une inventivité aussi au niveau du langage, où il y a une plus grande liberté encore, je trouve, dans l'entrecroisement des langages et des langues.
et puis il y a une beauté, il y a un amour des mots qui va avec, qui coule, qui irrigue l'amour du père. Voilà, alors je vous remercie tous les 4 d'être là. Je suis très, très honorée de votre présence et je commencerai par Madame Brigitte Smadja. Voilà, et la question c'est d'abord, pour ouvrir peut-être le débat par rapport à la thématique qui est la nôtre, qui est l'invention de la langue. Votre nom, c'est un nom qui est célèbre en Tunisie. Juliette Smadja, c'est la première femme avocate d'Afrique du Nord, donc en Tunisie. C'est la fille de Mardoché Smadja, qui est aussi un avocat de première envergure, qui avait conduit les revendications au début du XXe siècle des Juifs tunisiens. Donc moi, j'aime bien m'inscrire comme ça dans une histoire aussi, une filiation quelque part, une sororité aussi, pourquoi pas. Et je trouve que cette œuvre que je vous poserai d'ailleurs une question après par rapport à peut-être à la possibilité des liens qu'il y a entre votre œuvre de littérature de jeunesse et puis peut-être votre enfance en Tunisie. C'est une question qui, moi, m'a traversée, donc je vous la soumettrai tout à l'heure. Mais d'abord, on vous définit comme auteur de livres de jeunesse, vous avez publié à l'École des loisirs, pourquoi mais en même temps, on voit, par exemple, dans Le cœur est un muscle fragile, vous posez des questions philosophiques, très profondes. Par exemple, je ne sais pas, Simon, le personnage, vous soulevez le thème de l'école comme microcosme social décisif. Vous en avez déjà parlé dans Il faut sauver Saïd, qui est un très beau livre aussi, où vous parlez d'un enfant qui sent, à l'entrée au collège, son énergie le quitter. Alors je vous laisse nous en parler, s'il vous plaît. Alors je ne suis pas du tout habituée au micro, donc j'espère que ça fonctionne. Je commencerai peut-être par ce livre que vous avez signalé, qui est Le cœur est un muscle fragile, et qui est un livre qui est destiné, je n'aime pas beaucoup ce mot, mais c'est ainsi, parce que dans l'édition, il y a aussi des lois du marketing qui sont très fortes, qui est destiné aux adolescents. Aujourd'hui, on vit dans un monde où si un éditeur reçoit l'attrape-cœur de Salinger, il le publiera dans une collection jeunesse, et ça ne passera plus en littérature générale, c'est un fait. Dès que le personnage principal est un adolescent, immédiatement, c'est catégorisé littérature adolescente. Si le personnage principal est un enfant, ça a toutes les chances d'être dans une catégorie enfant. Ce que j'ai essayé d'écrire dans Le cœur est un muscle fragile, et pour revenir à la question qui était posée, en fait, qui est l'invention de la langue, j'y reviendrai tout à l'heure, parce que en fait, je ne sais pas si... quand j'ai lu cet intitulé, l'invention de la langue, moi, ma première réaction a été de me dire, mais je n'invente rien. Enfin, je n'invente pas une langue, je ne prétends pas inventer une langue qui serait la langue que j'écris et que je parle, et qui est le français. C'est ma première réaction. Après, je me suis dit, dès l'instant où on rentre en écriture, il est évident que quelque chose de la langue se travaille. Alors, quand j'écris « Le cœur est un muscle fragile », mon personnage principal, c'est Simon. C'est un adolescent, finalement, je dirais presque un adolescent ordinaire. Mais moi, ce qui m'a intéressé, c'est pas tellement d'inventer sa langue, pas d'inventer la langue, mais d'inventer sa langue à lui. Alors, c'est compliqué, parce que c'est pas du tout un livre écrit à la première personne, c'est un livre écrit à la troisième personne. Mais néanmoins, dans ce pronom personnel qui met une certaine distance, il y a quelque chose que j'ai essayé de faire entendre de ce qui est son rythme de pensée, son rythme de vie à lui. Et pour faire ça, j'ai toujours tout un temps très long où j'essaie de moi-même de retrouver les émotions qui étaient les miennes quand j'avais 15 ans. Et c'est le travail que je fais lorsque j'écris un livre dont le personnage principal a 7 ans, c'est d'essayer de retrouver qu'est-ce que ça veut dire avoir 7 ans, qu'est-ce que c'était pour moi d'abord, 7 ans, quelle langue je parlais à 7 ans, quelle langue est accessible à un enfant de 7 ans. Ce sont ces questions qui m'agitent. Et dans Le cœur est un muscle fragile,
c'était vraiment une histoire rythmique. Quand j'avais 15 ans et jusqu'à assez tard, de 15 à un peu plus tard, ce que j'ai revécu, ce que j'ai retraversé, je ne sais pas si c'est perceptible, mais c'est quelque chose de l'ordre des montagnes russes et que j'ai vécu avec mes enfants. C'est-à-dire, ils sont, tout à coup, il va y avoir un moment qui va être tragique, terrible, rien ne va plus. Et en tant que parent, on est un peu inquiet, on se dit il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis tout à coup, on s'aperçoit qu'une heure plus tard, hop, à nouveau, la gaieté, la joie est revenue. C'est-à-dire que les rythmes émotionnels sont très différents. Et donc, moi, j'ai essayé dans ce livre de particulièrement, c'est dans ce livre-là, d'essayer de trouver quelque chose dans le rythme des phrases qui puisse traduire cette impression de montagne russe. Voilà. Effectivement, parce que quand on vous lit, c'est vraiment ce que je vais dire, je pense que c'est en phase complète avec la question d'inventer. Inventer aussi une langue, c'est inventer un rythme, ou en tout cas essayer de greffer ou d'infiltrer dans ce qui est la langue de tout le monde, c'est-à-dire la phrase, la syntaxe de tout le monde, quelque chose qui est spécifique, comme vous dites, que vous allez repêcher peut-être dans les intonèmes, dans l'intonation de l'enfance. Et je suis, quand je lis les phrases de le cœur est un muscle fragile, on sent ce que j'appellerais des mots intérieurs. Ce n'est pas seulement un monologue intérieur chez le personnage, c'est une espèce vraiment d'intériorité du langage. Quelque chose que vous mettez en mots, mais qui est de l'ordre d'une parole intime. Et ce qui est aussi frappant, c'est que vous associez un autre langage, qui est la musique. Parce qu'il y a des extraits. Il y a des extraits en anglais, il y a des titres de chansons, vous mentionnez Eminem, vous mentionnez Eric Satie, donc il y a quelque chose comme qui vient renforcer le potentiel des mots, qui est un autre langage et qui, je pense, Brigitte Smadja participe à cette invention d'une langue, en tout cas qui est à vous, d'un style qui est à vous. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ben, je suis très touchée par ce que vous me dites. Moi, je n'ai pas du tout la maîtrise de... Je peux pas parler à votre place, c'est-à-dire je sais pas, je ne peux pas le dire. Si vous l'avez ressenti, j'en suis profondément touchée. Mais c'est une tentative à chaque fois renouvelée. Et vous savez, ce qui est le plus difficile, je me rends compte avec les années, en fait, c'est lorsque, là j'essaye par exemple, et c'est très dur, c'est lorsque j'essaie d'écrire pour un enfant, là je suis en train de travailler quelque chose, mais qui a 8 ans. En fait, quand on écrit pour les tout petits, c'est un exercice très, très particulier, parce qu'il faut trouver la syntaxe et le vocabulaire propre à cet âge. On peut tout dire, on peut parler de la mort, on peut parler de tout ce qu'on veut, mais il est clair qu'un enfant de 8 ans ne pourra pas lire les premières pages de Virginia Woolf, même s'il déchiffre, même si c'est sa langue, peu importe, il ne pourra pas, parce qu'il y a une complexité dans la langue qui va lui échapper. Donc il faut trouver quelque chose dans la langue qui soit accessible. Et le premier travail, c'est d'abord sur moi-même que j'essaie de l'opérer. Voilà. Bon, ce sont des tentatives réitérées, et vous voyez, j'en ai écrit beaucoup, et à chaque fois, ben, c'est une découverte, c'est inventer la voix, peut-être c'est ça aussi, la voix plutôt que la langue, mais bon, c'est très lié, la voix d'un personnage. Et ça, ça vaut, je pense, pour tout le monde. Merci beaucoup pour ces précisions qui apportent quelque chose, un plus à la lecture de vos œuvres. Merci. Et ça, je vous en prie. Et alors, par rapport à ce que vous dites, par rapport à cette voix, alors moi j'hésite parce que je voudrais me tourner tantôt vers Ziarli Becher, tantôt vers Néhémie Pierre Daoumé. Peut-être, Néhémie Pierre Daoumé, on a parlé vous êtes donc un écrivain haïtien qui a écrit 2 romans au Seuil, Rapatrié, qui est vraiment très fort et magnifique roman. Moi, en tout cas, ça m'a touchée pour des raisons, parce que je suis très sensible à cette littérature haïtienne, et puis je suis aussi très sensible à la qualité de l'écriture qui est la vôtre. Et dans Rapatrié, la question justement la problématique soulevée par Brigitte Smadja maintenant, est-ce qu'il y a une voix qui, indépendamment, c'est un peu comme dans le judaïsme, la loi écrite, la loi orale, il y a quelque chose, à part l'écrit, il y a quelque chose qui est
dont vous avez parlé très justement ce matin, qui est cette espèce de, pas de rengaine, mais de rythmique, de scansion, de litanie, qui peut-être parfois se glisse dans la phrase. Je pense par exemple à un poète français d'origine guadeloupéenne, enfin qui est né à un Béquet, qui est né créole blanc, qui est né en Guadeloupe, qui est Saint-Jean-Perse, sur lequel j'ai travaillé. Et il disait à un moment donné, j'ai comme une sorte de pattern, de modèle musical qui me trotte dans la tête avant d'écrire mes versets. Ça, c'est très intéressant. Et je voudrais vous poser la question, peut-être que vous avez comme ça une petite musique qui vous trotte dans la tête. Et l'invention de la langue se situe précisément là, précisément à partir du moment où une musicalité confuse, une sorte de vouloir dire, est portée mais sans mots. Et il faudra inventer une langue pour être à la hauteur de cette musicalité interne, de ce sentiment mixte et confus qui doit être porté soit par des personnages, soit tout simplement par une situation, suivant qu'on écrit du récit, suivant qu'on écrit de la poésie ou autre chose. L'invention de la langue, qui n'est pas d'ailleurs tout à fait la même chose que la langue dans le sens générique, langue française ou langue anglaise, c'est le travail d'écriture qui est fait à partir de cette langue générale, de telle sorte que on dit que telle langue appartient à tel auteur. C'est un auteur qu'on peut reconnaître même dans les œuvres traduites. Quand on aime un auteur, moi, il y a beaucoup d'auteurs que j'aime, que je cite très régulièrement, Gabriel Garcia Marquez, aussi Saramago, Stefan Zweig. Dernièrement, j'ai rencontré Olga Tokarczuk. C'est des gens qui écrivent tous dans une langue autre que le français, mais dans une langue qui leur est propre, dans leur langue générique. C'est-à-dire, Olga Tokarczuk écrit Olga Tokarczuk. Maraï écrit Maraï. Au point que, même si on découvrait un livre de lui sans couverture, on reconnaîtrait sa langue d'écriture. C'est précisément de l'invention de cette langue-là dont on parle. Et si, comme je l'ai dit ce matin, Samia, avec vous, je ne pense pas beaucoup de choses de la langue française en général, mais de cette langue propre à tout travail littéraire, oui, j'en pense suivant le travail. C'est-à-dire, il y a des auteurs, des auteurs ou des écrivaines dont je rentre facilement dans la langue, il y en a d'autres qui me laissent dehors. J'ai été très ému par ce que disait Brigitte Smadja, parce que je n'ai pas beaucoup lu de littérature ciblée, littérature jeunesse. Quand j'en suis arrivé à la lecture, pendant mon adolescence, j'ai tout de suite lu des livres considérés comme des livres pour adultes et de fait, des livres très corsés. Je me souviens, parmi mes premiers livres, il y a Qu'est-ce que la littérature de Jean-Paul Sartre. Il y a bien entendu plus facile. À 12 ans, Néhémie, qu'est-ce que la littérature? J'ai lu tard, hein. J'ai lu à 16 ans, 15-16 ans. J'ai lu très tard aussi. J'ai lu tard quand j'ai compris que je n'avais aucun avenir dans ma carrière de rappeur. J'ai décidé de commencer à lire des livres et le basket ne voulait pas beaucoup de moi non plus. J'ai vraiment lu tout de suite L'étranger, tout de suite Camus, Rue des Pas Perdus, Lionel Trouillot, j'ai tout de suite lu Justin Légrisson, c'est-à-dire que des livres considérés, et j'ai très, très vite lu Dostoïevski, mais pas parce que je faisais un choix, hein, parce que c'est ce que je trouvais. Bon, voilà. Et c'est des livres très, très vite considérés comme des livres pour adultes. Je n'ai pas vraiment lu de livre comme un livre qu'aurait fait Brigitte Smadja, d'ailleurs je vais le faire avec plaisir. Des livres considérés comme étant des livres pour enfants, je n'ai pas eu cette occasion-là. De telle sorte que je me demande si je serais capable d'inventer ou de parler ou d'écrire une langue ciblée enfant. Ah ben, il faut que tu essayes, hein. Je me demande si je pourrais faire ça. Alors, l'un des livres énigmatiques dans ce sens-là, Brigitte, peut-être tu en diras quelque chose, c'est La vie devant soi. Est-ce que c'est un livre pour enfants ou c'est un livre pour adultes? Je dirais que c'est un livre... alors moi, attention, parce que enfant, c'est très vaste. Hein. Là, moi j'ai écrit énormément de livres que des enfants de 7 ans, 8 ans peuvent parfaitement lire, qui sont des premiers romans, comme des sortes de, je sais pas quoi, comment je pourrais dire ça, de haïku du roman. Parce qu'il y a un début, il y a un crescendo, il y a une fin, il y a une structure. Mais
c'est une écriture que j'aime beaucoup parce que c'est une écriture très épurée, très concrète, sans développement psychologique inutile, c'est vraiment, c'est de plus en plus, je dirais, une écriture qui m'intéresse. Et je vois par exemple dans d'Ali Bécher, le dernier là, que j'ai lu, c'est Paradis des femmes, et ben justement, il commence par une écriture pas du tout baroque, pas du tout, j'ai envie de dire, avec des arabesques, non, mais absolument pas, c'est une écriture très pure. C'est 3 mots, 4 mots, ça va droit à l'essentiel. Et ça, c'est une écriture qui me touche beaucoup, que j'ai vraiment développée et apprise, moi, en travaillant dans cette perspective d'être une enfant de 8 ans. Parce que d'abord, j'écris pour me parler à moi. Et je pense que La vie devant soi, ben, à 8 ans, je ne peux pas le lire, même si l'enfant est très jeune. Justement, n'ayant pas eu cette lecture-là, malheureusement, hein, je me demande si, avec la langue que j'ai tout de suite apprise, plus complexe, plus baroque, et j'aime bien ce mot que j'ai pu utiliser me concernant, est-ce qu'avec cette langue, on peut réussir à toucher le cœur d'un public plus jeune? Mais pourquoi je dis ça? C'est pas seulement pour faire le pont avec l'émotion que j'ai eue en t'entendant parler, c'est parce que tout simplement, je me suis rendu compte que l'invention de la langue, même sans le savoir, tient aussi compte du public, tient aussi compte du lecteur ou de la lectrice. Mais déjà, d'un lecteur ou d'une lectrice irréductible, c'est-à-dire celui qu'on est. J'aime à dire que je ne pense pas forcément à tous les autres lecteurs quand j'écris, mais j'écris, même quand je ne le souhaite pas, devant le lecteur que je suis. Il m'arrive, en m'écrivant, à me relire et à considérer que cette langue n'est pas conforme à ce que j'aurais voulu lire. C'est-à-dire, cette conscience du lecteur est sans cesse ballottée de soi-même aux autres, mais aussi des autres à ce qu'ils auraient pu être enfants. Et cet enfant, j'avoue que je n'ai jamais pensé à lui. Bon, ben je vais t'aider à y penser, je vais t'en donner plein des livres, tu vas. Ah, mais c'est formidable cette interaction entre vous, je trouve ça, oui. Parce qu'il y a une attention de Néhémie Pierre Daoumé à cette expérience justement d'écrire pour l'enfant. On a presque l'impression que c'est beaucoup plus, enfin je pense que c'est beaucoup plus difficile. Alors que dans mes deux romans, les personnages les plus centraux, à mon avis, même si c'est rarement l'avis du public ou des critiques littéraires, les personnages les plus centraux, c'est dans le premier roman, Bélial, qui a autour de 12-13 ans, et plus jeune à un moment. Et plus tard, dans le second roman, donc dans Rapatrié, c'est Bélial, dans Combat, c'est Aïda. Toutes deux... 13 ans, autour de 13 ans pendant le roman. C'est-à-dire, alors que je peux explorer des personnages très jeunes par le travail que je mène sur la langue, sur la psychologie et la situation dans lesquelles je mets les personnages que j'investis, mais je ne pense pas forcément à ce que cette langue fait à ces personnages-là, ou du moins ce que cette langue représenterait pour ces personnages s'ils devaient me lire dans la vie de tous les jours. Je n'y pense pas. Je ne me demande pas, est-ce que Bélial pourrait lire les contes que je lui prête dans Combat? Alors que Combat raconte l'histoire d'une reine chanterelle, d'une jeune personne qui a appris des histoires de sa mère, qui elle-même en a appris de sa mère, et elle finit par raconter des histoires. Mais je ne me demande pas si une personne de 13 ans lisait ces histoires-là, que je prête à une personne de 13 ans, quel serait son rapport avec cette langue-là. Et il a fallu que l'on parle ce soir de l'invention de la langue pour que je me demande si la langue s'invente aussi que du point de vue des adultes ou pas. Oui, merci beaucoup pour ce... C'est à la fois un témoignage et puis en même temps une interrogation. Donc c'est formidable que ça puisse aussi pour vous, écrivains qui êtes dans la création, déboucher peut-être sur une expérience nouvelle. Et alors je voudrais poser une dernière question à Brigitte Smadja avant de passer à nos deux écrivains, à Ali Bécher et à Raza Fileli. Tout à l'heure, je commençais à vous la poser. Est-ce qu'il y a, vraiment une question que je me pose, y a-t-il une relation entre le fait que vous écriviez pour un public de 8 à, on va dire, 13 ans, 14 ans, et puis votre enfance? Je rappelle que vous avez quitté la Tunisie à 8 ans, je pense, en 1963, et c'est peut-être
En fait, cette question m'est venue quand j'ai reçu votre livre Le jour où tout a failli basculer. Je me suis dit, mais tiens, le jour où tout a failli basculer, est-ce que ça ne serait pas en rapport avec un événement qui a quelque part marqué votre vie? Enfin, je vous pose cette question, Brigitte Smadja. C'est une question qui est très intime, et je vous remercie de la poser. Je ne sais pas du tout si je vais être à la hauteur de la question, si ma réponse sera à cette hauteur. Je dirais ce qui me traverse tout de suite, ce qui m'a traversé l'esprit quand vous avez évoqué ce lien entre l'écriture, mon écriture et l'enfance, et mon enfance, c'est que moi, je n'ai pas du tout, dans mon enfance tunisienne, été nourri par des livres, par des histoires, mais vraiment pas du tout. J'ai cru pendant très longtemps que le livre était absent seulement dans ma famille, mais en fait, c'est pas vrai du tout. Je me suis rendu compte beaucoup plus tard que en Tunisie à l'époque, et je pense aujourd'hui c'est encore un problème dans ce pays, le livre est trop peu présent, en tout cas entre les mains des enfants. Moi, je n'ai eu qu'un seul livre enfant, et c'était un livre qui m'a terrorisé, que mon père avait trouvé bon de me donner. Lui, il n'avait pas fait d'études, il s'est arrêté très tôt, ma mère aussi très tôt, mais ils avaient un goût très fort pour l'instruction, pour la culture, dont ils n'ont pas pu bénéficier, et qu'ils ont transposé sur leurs enfants, un schéma tout à fait classique. Et lui, il m'avait offert Les Malheurs de Sophie. Et ce livre m'avait terrifié. Mon père était un homme, je dirais pas, c'est pas le mot religieux qui me viendrait, mais en tout cas très pieux, et qui avait trouvé dans la religion ce que j'aime le plus, c'est-à-dire, c'est le mot qui me vient, bon je le dis, c'est la bonté. C'était un homme incroyablement bon et généreux. Et je n'arrivais pas à comprendre comment cet homme, il n'avait évidemment pas du tout lu le livre, pouvait m'offrir quelque chose où on voit une petite fille d'une cruauté totale qui découpe des animaux pour se les mettre autour du cou. Enfin, c'était pour moi, ce qui m'avait peur, c'est que mon père puisse m'offrir un livre comme ça. Donc j'ai été très éloignée de la lecture, je n'ai pas eu de livre. Je pense que si j'ai écrit aussi tant de livres pour les enfants, c'est peut-être comme une forme de consolation adressée à moi-même de cette enfance sans livre et sans histoire. J'ai même eu très peu d'histoires orales, parce qu'on peut très bien dire l'écrit, après tout, bon, c'est une façon de dire des histoires, mais il y a aussi des fables, des contes racontés par les parents, racontés par les vieilles tantes. Je n'ai pas eu ça du tout non plus. Je n'ai que le souvenir d'une seule histoire, qui est une histoire de Shra, que j'aimais beaucoup. Shra qui était contre un mur. On lui demandait pourquoi il était contre un mur, et il dit « si je m'éloigne, le mur s'effondre ». Ça m'a marqué enfant. Et la chute de l'histoire est très forte, puisqu'effectivement, il finit par quitter le mur, et l'immeuble s'effondre. Et ça m'avait beaucoup marqué, mais c'est tout. C'est-à-dire c'est très, très, très peu. Mais dans mon dernier livre, le lien avec la Tunisie a été un moteur très fort. C'est un livre qui parle de religion, et il fallait trouver, alors c'est encore une invention, il fallait trouver comment parler de religion à des enfants. C'est un sujet quand même extrêmement, on le sait, sensible. Il fallait donc que j'ai inventé un monde. J'ai inventé un monde où les gens ne sont ni juifs, ni musulmans, ni chrétiens, ni athées, mais ils s'appellent des sur-un-pieds, des frotte-oreilles, des plumes jaunes, des cécelons. J'ai donc inventé complètement autre chose. Et pourquoi j'ai écrit ce livre, entre autres choses? Parce que lorsque j'étais petite en Tunisie, et j'ai demandé à un Tunisien qu'il m'aide, parce que je me disais, est-ce que c'est moi qui ai idéalisé ce moment? Mais je me souviens avec une joie incroyable de ce moment qui était le 15 août à la Goulette, où il y avait la fête de la Vierge de la Madone et la procession de la Madone. Et moi, je me souviens très bien de cela enfant. Il y avait là des juifs, des musulmans, des chrétiens, notamment des Italiens, de toute une communauté sicilienne qui était à la Goulette à ce moment-là. Et tout le monde était derrière la Vierge Marie en train de faire des you-you. Et c'était absolument merveilleux. Et moi, je me souviens que les chrétiens qui étaient là, ils nous donnaient des dragées, des tas de bonbons à manger. Enfin, ils nous faisaient participer à cette fête. On suivait la procession de la Vierge Marie, ça posait problème à personne.
Je ne savais pas du tout que c'était la bière. Enfin, si, moi je savais, parce que j'étais dans une école catholique, mon père étant un homme qui avait le sens des contradictions, un sens des contradictions très aigu, était juif, vivait dans un pays à immense majorité musulmane et m'avait inscrit dans une école chrétienne parce que c'était la meilleure école française de Tunis. Donc tout ça, ça faisait un mélange. Et évidemment, quand j'ai écrit, j'ai voulu parler de religion, cette chose-là, ce sentiment très fort, qui était un sentiment de joie et de partage, m'est revenu. Et j'avais envie qu'autour de cette question religieuse, retrouver ce sentiment de partage que j'ai aussi quand je me promène dans Paris au moment de janvier, par exemple. La place de la République est illuminée par des lampions chinois. Ça me plaît beaucoup, parce que c'est comme si il y avait une communauté qui me donnait quelque chose à moi aussi, à partager. Et dans ce livre, c'est ce que j'ai essayé d'imaginer, de raconter. C'est des gens qui ont des pratiques. Je crois à la pratique religieuse. Je crois que c'est important, les rites, que ça peut être très important, les traditions, que chacun peut avoir les interdits alimentaires qu'il veut, mais qu'il y a une façon de les vivre tous ensemble qui peut être joyeuse. Alors, le jour où tout a failli basculer, c'est le moment, pile, où il y a quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui est un sur un pied, et qui vient dire qui est un vrai sur un pied, qui n'est pas un vrai sur un pied, qui est un vrai frotte-oreille, qui n'est pas un vrai frotte-oreille, et qui vient semer là un trouble qui n'existait pas du tout avant son arrivée. Voilà. Merci beaucoup pour cet éclaircissement que vous nous apportez, parce que vous avez eu raison. Non, c'est pas ce que je voulais dire, mais j'y ai pensé. Je me suis dit peut-être que ça a un lien. Et puis, je trouve que ce sens aussi de l'écriture comme étant un partage à l'horizon de l'expérience, du vécu même de l'écriture, c'est quelque chose de très important. Alors je me tourne tout de suite vers Ali Bush, qui dans Tunis Blues en 2002, qui est un livre en 5 volets, expérimente à travers 5 histoires de personnes différentes cette espèce aussi de partage. On a l'impression que l'écriture, toute l'écriture de Ali Bush, vraiment qui est magnifique. Moi, je suis fan de Ali Bush, donc j'apprécie cette écriture, c'est quelque chose qui me nourrit. Il y a comme un élan empathique. Alors, vers les Juifs, vers les Espagnols, vers les Tunisiens d'avant l'indépendance et pendant l'indépendance, dans les lendemains d'hier, qui est un très bel hommage, comme je disais, à votre père, eh bien, il y a tout ce rappel des relations de l'époque de la colonisation, de la misère, de la famine, de l'oppression, du militantisme. Mais il y a aussi, tout ça est subsumé, je dirais, travaillé, exprimé avec une langue qui montre que vous avez vraiment, je dirais, presque un rapport jouissif aux mots. Il y a un plaisir de triturer les mots, et on le sent également, j'en parlerai pour Razafileli, il y a, je crois, un bonheur, je pense à quelque chose qui procure une plénitude, qui est à la fois d'écrire. Il se trouve que c'est la langue française, comme disait d'ailleurs très bien Néhémie Pierre Dahomey. Voilà, ça aurait pu peut-être être la langue anglaise ou la langue italienne, mais il se trouve que c'est la langue française, mais en même temps, elle est poreuse, votre langue française. Et dans les lendemains d'hier, il y a plein de pages où il y a plein de mots qui sont en italique, qui sont des mots en arabe, que vous glissez et qui apportent quelque chose de puissant au niveau de l'imaginaire culturel, et qui donc change un petit peu le profil qu'on se fait de la langue française. Alors je vous laisse nous en parler, parce que moi, les lendemains d'hier, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est un accomplissement. Et puis en même temps, je suis très sensible à cet hommage au père aussi. Merci beaucoup. Oui, d'abord, moi, mon rapport aux gens, quand je rencontre quelqu'un, je ne lui demande jamais sa carte d'identité. Je ne lui demande pas quelle confession il a ou quelle confession il n'a pas. Ou bien il y a un courant de sympathie qui passe ou un courant de sympathie passe pas. Mais c'est ça, c'est tout. Moi, j'ai grandi dans un quartier cosmopolite. Moi, j'ai grandi parmi des Italiens, parmi des Juifs, parmi des Maltais et parmi des Espagnols. Donc, il faut que je rende hommage aussi, parce que il y a des nuances à apporter. Je veux dire, moi, je dois rendre hommage à l'école française, parce que moi, mes instituteurs, mes professeurs n'ont jamais fait la différence
entre un musulman, un juif ou un chrétien ou n'importe qui. C'était au mérite. C'est pas la meilleure note, elle n'allait pas forcément au fils du colon. Hein, elle pouvait aller au fils de l'ouvrier agricole parce qu'il méritait mieux cette note-là. Donc, pour moi, le problème du rapport à la religion ne se pose pas. Moi, je pose le problème, et je l'ai toujours posé, je le poserai toujours en termes de liberté. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun croit à ce qu'il veut croire. Il n'y a pas de critique à faire, il n'y a pas mais en même temps, il faut respecter les gens qui ne croient pas. Le respect, il n'est pas divisible, il est indivisible et total. Il faut respecter tout le monde. Il faut respecter ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Il y a un très beau vers d'Aragon, celui qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas. Maintenant, je voudrais revenir juste un instant sur la notion de plaisir. Oui, la littérature est un plaisir. Elle est un plaisir. Moi, je suis arrivé par la littérature à la littérature par la poésie. Les premières émotions que j'ai eues sont des émotions de poésie. C'est des poésies, c'est d'abord, bien sûr, incontournable, Victor Hugo, mais ensuite Baudelaire, mais ensuite Apollinaire qui m'a amené vers Aragon, vers Éluard, etc. Et je lis et je relis sans cesse ces poèmes. Il y en a qui se sont gravés dans ma tête et qui resteront indélébiles jusqu'à la fin de mes jours. Je ne les ai pas appris par cœur, mais ils sont là. Ils sont là, ils sortent. Quand j'ai envie de les faire sortir, ils sortent. Donc, la littérature, évidemment, je peux parler que de mon expérience personnelle. C'est pas, chacun a son expérience d'écriture, bien sûr. Moi, pour moi, c'est une notion de désir et de plaisir. Le désir, c'est le désir d'écrire. Déjà. Parce que le désir d'écrire, je peux rester des mois entiers sans écrire un seul mot, parce que je n'ai pas le désir d'écrire. Je dis familièrement à mes amis, j'ai pas encore la démangeaison. Mais quand la démangeaison arrive, à ce moment-là, oui, faut y aller. Là, il faut y aller. Alors, je voudrais revenir à votre rapport aux mots, qui est quand même assez impressionnant. Je voudrais juste lire un tout petit extrait, mais alors on n'a pas vocation à lire ici les extraits, mais quand même, un petit extrait des lendemains d'hier. Deux villes, deux langages. On parlait l'arabe à la maison et le français à l'école. Encore que le plus souvent, on baragouinait un sabir, une mixture des deux langues. Alors, j'adore cette expression, mixture des deux langues, se modulant selon l'interlocuteur. 3 mots d'arabe pour un français, ou un en français, ou inversement. Si on parlait foot, je suis né entre deux mondes, je n'ai pas choisi. J'étais un indigène et je le suis resté. Les mots sont des oiseaux, ils survolent les frontières, fussent-elles imperceptibles. Alors, je trouve que c'est justement, on disait tout à l'heure, on parlait de l'imaginaire culturel, hein, même quand on ne se souvient pas d'une langue qu'on a lue, qu'on a apprise ou qu'on a écoutée, eh bien, elle est là, elle traverse, même sa présence est attestée, même si on ne la maîtrise pas. Je reviens toujours à Édouard Glissant qui dit on écrit toujours en présence de toutes les langues du monde. C'est-à-dire que quelque part, l'écriture est traversée par les échos des langues. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Les mots sont des oiseaux, ils traversent les frontières. Ça nous permet d'être en communication avec le monde entier. Et pour moi, la littérature aussi, c'est la liberté d'abord, parce qu'on est toujours libre d'écrire ou de ne pas écrire. Et aussi, c'est la liberté du lecteur. Moi j'ai coutume de dire, je faisais des ateliers d'écriture à un moment donné, je disais
aux personnes qui venaient suivre mes ateliers d'écriture, un livre, ce n'est pas du pain. Vous n'êtes pas obligé. Un livre, il faut avoir le désir de le lire. Si on n'a pas le désir de le lire, il ne faut pas le lire. Il n'y a pas d'obligation. Donc, aux deux bouts de la chaîne, il y a la liberté. Moi, je prends ma feuille, parce que je suis un vieux, je n'écris pas sur l'ordinateur, j'écris avec le papier et le stylo. Et j'ai besoin du mouvement de la main, de la physique, de la plume qui gratte le papier, parce que j'ai un rapport violent avec le papier, très violent. Le rapport de rature, le rapport de sabrage, le rapport de colère, le rapport de regret, le rapport de repentir. Parce que je veux arriver à avoir du plaisir. Et le plaisir, il faut le mériter. Il ne vient pas tout seul. On le sait, ça. Hein? Okay. Pourquoi? Pour partager ce plaisir avec ceux qui me font l'honneur de me lire. Merci. C'est un partage. Merci. Voilà, j'ai du plaisir, je vous le donne, si vous voulez. Ouais. Prenez-le. Si vous ne voulez pas, prenez pas. Généreuse. Alors justement, à propos de cette violence, finalement, parce que là, vous êtes en train, vous nous proposez, nous suggérez une scène qui est une scène, quand même un corps à corps avec l'écriture. Ce n'est pas quelque chose qui coule de source, bien sûr. Et Raza Fileli, dans son écriture, j'ai toujours, en lisant, alors, Raza Fileli déploie un rapport qui est un rapport d'intranquillité avec l'identité, avec l'appartenance. Vous avez avant Bref séjour au paradis, qui est sorti aux éditions Nirvana en 2020, produit donc L'heure du cru, je disais tout à l'heure, qui a eu le prix spécial du jury de Comar en 2009, Watan en 2011, Les Intranquilles, et il y a toujours eu chez vous une très grande attention à l'actualité, je dirais, sociale et politique de la Tunisie. Vous portez un regard très fin, très subtil sur ce que notre pays traverse. Et en même temps, je voudrais, à propos de cette question d'invention de la langue, vous poser une question, peut-être qu'on partira de là, précise sur quelque chose qui se dit dans Bref séjour au paradis, qui est que, alors le thème, c'est un séisme qui ébranle toute la planète, hein, et un tremblement de terre. Et à un moment donné, il y a un communiqué dans lequel on dit, eh bien, la croûte terrestre est instable. Et je pense que ce mot d'instabilité, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec mon... c'est pas vraiment une interprétation, mais c'est ce qui m'est venu à l'esprit en vous lisant. Cette instabilité, elle est constitutive de votre poétique. Et elle traverse la plupart de vos romans. Et je pense que la question qui me vient à l'esprit, je pense que ce que j'ai envie de vous poser comme question, c'est est-ce que finalement cette croûte terrestre, ce ne serait pas aussi quelque part la croûte de la langue et de l'écriture qui suit les aléas de ce que nous traversons, de tous les traumas qui traversent l'histoire de la planète, mais surtout de la Tunisie, puisque vous parlez énormément de la Tunisie. Et Watan, pour moi, par exemple, par rapport au désespoir des jeunes, qu'on retrouve par ailleurs aussi dans le roman de Yemen Mener et le dernier roman, Bel Abîme. Mais Watan, c'est un livre qui m'a frappée avec cette maison à Bizerte, avec la migration, les jeunes qui décident de partir, la ville qui se vide. Et est-ce que cette croûte terrestre, alors est-ce que cette instabilité, elle est, pour vous, c'est une métaphore qui convient à l'expression d'un malaise qui est le nôtre aujourd'hui? Merci, c'est Mia. Là, je crois que mon micro ne marche pas. Il marche. Bon. Si vous permettez, je vais peut-être laisser pour l'instant votre question de côté et revenir tout bonnement, parce que je suis quelqu'un de relativement cartésien malgré tout, à l'intitulé de la séance, qui est l'invention de la langue. Voilà, je l'ai marqué pour ne pas oublier. Alors, l'invention de la langue, à mon avis, à mon humble avis, on n'invente pas la langue, on invente une écriture de la langue. Parce que la langue, on la trouve dès qu'on est, dès qu'on ouvre les yeux, on a dans le berceau une langue qui est là, avec ses inflexions à la fois nationales, régionales, familiales, ses particularités, etc. On la reçoit en héritage.
Par contre, puisque nous sommes écrivains maintenant, forcément, ce qui intervient, ce qui est essentiel, c'est l'invention de l'écriture. Et pour ce qui nous concerne, écrivains tunisiens, je pense que inventer l'écriture est un acte essentiel dans lequel on peut effectivement mettre, si vous sentez qu'il y a de l'instabilité, moi j'aurais dit de la ferveur, j'aurais dit de l'ardeur, j'aurais dit une extrême et poignante hésitation entre les directions et les mots. Mais plus encore, ce qui m'interpelle, c'est que le fait d'inventer l'écriture en Tunisie, pour un écrivain qui écrit en français, suppose qu'il se situe, que son écriture obligatoirement se situe à l'intersection du français et de l'arabe. Parce que l'arabe est toujours là, qu'on le veuille ou non, c'est un héritage, c'est une sensibilité, c'est une rythmicité, c'est une musicalité qui nous imprègne enfant et qui par conséquent va déterminer quelque part nos ressorts les plus intimes pour tout le reste. Donc le français vient après, c'est souvent une langue qu'on découvre enfant ou adolescent, qu'on lit plus ou moins, cela dépend, et dans laquelle, pour des raisons personnelles souvent et variées, on choisit d'écrire. Mais l'arabe est toujours là. Et comme le dit Ali tout à fait justement, il y a une musicalité arabe qui imprègne les textes en français. Il y a parfois des mots en arabe qu'on ne peut pas occulter parce qu'ils sont intraduisibles. Et donc, cette écriture à l'intersection de deux langues est à la fois riche et difficile. Et moi, je retiens sa richesse, mais je traverse sa difficulté, et Dieu sait si cette difficulté est réelle, parce que parfois je me dis, mais ce passage ne va pas, qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi ça ne va pas? Et je me retrouve à le dire en arabe, et là ça va très bien, mais je ne peux pas l'insérer en français, aucun éditeur n'en voudrait. Donc je suis obligée de faire de l'accommodation, c'est bien ça le mot, de l'accommodation, c'est peut-être ma manière, non pas d'inventer, parce qu'inventer c'est un mot, je ne dirais pas présomptueux, mais bon, humblement je dirais de réinventer l'écriture chaque jour, en essayant, avec une sensibilité partant d'une langue extrêmement riche, extrêmement féconde, ayant donné lieu à des poètes d'une fécondité absolument extraordinaire, d'arriver quand même à mettre dans une langue qu'on aime et dans laquelle les mots nous parlent. Et ceci est fondamental parce que la langue française, moi j'aime la langue française, je ne sens parfois les choses qu'à travers un mot. Parfois on me dit un mot en arabe, je dis tu dis ça comment en français? On me dit je ne sais pas. Bon, et ça me perturbe quelque part parce que je ne trouve pas l'adéquation. Mais essayez quand même dans cette langue qu'on aime, qu'on a choisi d'écrire, et donc pour moi dans laquelle on a choisi de vivre, parce que écrire et vivre maintenant sont devenus presque indissociables. Bon, dans laquelle on vit, essayez de replacer, de trouver une place suffisamment fidèle, d'être fidèle à la sensibilité qui m'habite et que je transmets aux mots. Donc une invention de l'écriture, certainement, une réinvention de l'écriture à travers deux langues qui sont en, je ne dirais pas en démêlé, mais en constant cheminement l'une à côté de l'autre. Voilà. C'est très intéressant ce que vous dites parce que d'abord, je pense que c'est entièrement vrai dans le sens où ce que vous dites, Azafileli, me rappelle ce que disait de façon très juste l'écrivain marocain Abdelkbir Khatibi en 83, qui disait dans un récit qui s'appelle Amour bilingue, il disait la langue maternelle. Alors, il le disait de façon un peu dans une sorte de récit poétique, mais il l'a dit parallèlement presque la même année dans un essai qui s'intitule Maghreb pluriel. Maghreb pluriel, et il disait « Dans mon français, il y a la langue maternelle qui reflue ». Et il utilisait le mot de refluer, non pas tant au sens de reflux, au sens bien sûr scientifique ou médical, que
au sens un peu de la marée. D'autant plus que c'est quelqu'un qui est un auteur qui est né à El Jadida au Maroc, donc il y a toujours le mouvement marée-moteur, enfin de la marée haute, marée basse. Et c'est exactement ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il disait, la langue maternelle, elle remonte à la surface du français, quelque part, elle est là, du point de vue, en tout cas, d'un rythme intérieur, d'une rythmicité, comme vous dites, et peut-être pour vous faire interagir avec Brigitte Smadja, on peut se demander si la langue de l'enfance, et en tout cas la façon de parler de l'enfance, quelque part, ne reflue pas, entre guillemets aussi, dans l'écriture d'un adulte, parce que quelque part, il y a de toute façon cette distance temporelle, mais une distance qu'on peut surplomber par le désir d'écriture. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez toutes les deux. Oui, je tempère un peu, parce que la langue arabe n'est pas uniquement la langue de l'enfance. C'est la langue dans laquelle, étant écrivaine tunisienne, vivant à Tunis, je suis de toute façon, par nécessité, par immergée. Donc, c'est quelque chose qui est une espèce de continuum dans ma sensibilité. Maintenant, quand j'écris en français, je ne suis pas constamment hantée par l'arabe ou par... Pas du tout. Je suis bien dans ma bulle de langue française. Je retrouve mes auteurs, j'ai mes mots, je les manipule, je les rudoie, comme dit Ali, je les violente. Tout à fait. Je fais du travail avec la langue française. Mais de toute manière, je sais et je suis consciente que bien en dessous de tout cela, il y a une sensibilité qui, je dirais, clapote, qui est là et qui, de toute manière, est toujours la bienvenue, que je dois tempérer, mais qui doit, par honnêteté à l'égard de ce que j'écris, affleurer un peu à la surface de mes mots, mais affleurer légèrement, sans pour autant devenir dominante ou refluer. Non, pas du tout. C'est quelque chose dont je suis consciente, que je maîtrise, mais qui ne m'empêche pas d'écrire en langue française. Voilà. Et qui enrichit de toute façon votre écriture. Oui, sans aucun doute. Vous avez eu la gentillesse de le dire. Je mets des mots en arabe, des locutions en arabe, des expressions en arabe. Pourquoi? Parce qu'elles me viennent en arabe. Et je ne vois pas pourquoi j'irais les traduire, prendre des périphrases et renforcer le sens quand elles sont là. Pourquoi, quand on lit Garcia Marquez, il y a des mots en espagnol qui ne sont pas traduits, etc. Je ne vois pas pourquoi on aurait honte d'être ce que l'on est. Qu'est-ce qu'on est? Oui, c'est un phénomène normal. On nous appelle arabe, mais en fait, on ne l'est pas. On ne l'a jamais été. On est arabophone, on n'est pas arabe. On est un peuple berbère, métissé, très largement métissé. On a été occupé par les Carthaginois, par les Romains, par les Vandales, par les Turcs, par les Français. La liste est longue, ça risque de nous emmener loin. Et tout ça fait ce que nous sommes. Nous sommes des métis. D'accord. Alors, je suis d'accord complètement. Je tiens à demander quand même Néhémie Pierre Daoumé. L'influence des... Même parce que je n'ai quand même pas abandonné le terme d'invention de la langue ou de réinvention de l'écriture, qui est similaire à mon avis, puisque langue dans le sens générique et écriture dans le sens générique, certes, sont là avant le créateur, mais le créateur en fait quelque chose d'autre. Donc, dans la reconnaissance de l'influence de toutes ces langues dans le processus d'écriture, je me demande à moi-même et à chacun ici, que faites-vous des livres que vous avez aimés? Ce n'est pas la même chose que la langue qu'on parle à la maison, les livres qu'on a aimés. Il peut arriver que, en tout cas personnellement, je me sens plus influencé. À la maison, pas quand je vis à Paris, mais quand je vivais à Port-au-Prince, à la maison, je parlais créole haïtien avec mon entourage. Mais dans le processus d'écriture, honnêtement, je me sens plus influencé par les livres que j'ai lus et aimés, et même les rares fois où je me sens influencé par le créole, pour autant que je puisse en être conscient, c'est le créole écrit et parlé par des créateurs. Oui. C'est-à-dire, je me suis senti influencé dans l'écriture de Rapatrié par le créole parlé par un conteur qui s'appelle Maurice Sixto. Je sais quelle expression même je lui dois alors qu'il raconte en créole.
Il raconte en créole et en français, je sais quelle expression je lui dois. Tout ceci pour dire que les œuvres de création que j'ai aimées, qu'elles soient en créole ou en français, m'ont le plus influencé personnellement que chacune de ces langues elles-mêmes. Et ce que vous dites, c'est exactement ce qu'a dit, je pense, Dany Laferrière, quand en 2008, il écrit un bouquin qu'il intitule Dany Laferrière, qui est en haïtien, donc d'origine, comme vous, et qui écrit un livre qui s'appelle « Je suis un écrivain japonais », dans lequel il reconnaît sa dette à l'égard de Mishima, en disant en Haïti, j'avais le bouquin qui traînait, c'était Mishima, et en lisant Mishima, il s'identifie tellement qu'il se dit, il se décentre complètement par rapport à la race, par rapport à l'origine, et il dit, je suis un écrivain. Comme ce que vous avez dit pour Marquez, par exemple, ou pour d'autres écrivains. Il y a une... Je le dis sous une forme interrogative, parce que ça reste une expérience personnelle, mais je me demande, et je demande aussi à Brigitte Smadja, à Ali Bécher et à Azafi Lali, pardonnez mon accent donc, dans la prononciation des noms, est-ce que vous ne vous sentez pas influencé, en tout cas moi c'est le cas, par certains livres qui ont plus déterminé ma façon d'écrire, en tout cas la façon que j'ai envie d'écrire ou la façon que je le fais de fait, plus que la langue, j'ai envie de dire, générique que je parle avec mon entourage à la maison. Alors Azafi Lali, il y a quelque chose à dire à ce propos. Je voudrais répondre, parce que c'est un point important. Vous savez que en Haïti aussi, dans le continent africain, l'oralité a longtemps constitué la voie, VOIE, des récits, des histoires qui se transmettaient de génération en génération. Ensuite, il y a eu l'écriture, le livre. Il est vrai qu'actuellement, entre ce qu'on se raconte comme ça, debout tous les jours, entre soi et quelqu'un d'autre, et puis ce qu'on écrit, ce sont deux mondes, à mon sens, qui n'ont pas forcément rien à voir avec l'un avec l'autre, mais qui sont strictement différents. Le mot écrit est un mot choisi, décidé, senti, dans lequel on a insufflé une sensibilité, une vigueur ou un manque de vigueur. Mais c'est un mot dont on est responsable, dont on répond. Et par conséquent, on ne peut pas du tout l'assimiler au même mot qu'on dit comme ça, de manière spontanée, parfois également responsable, mais sans véritablement cette espèce de caractère définitif qu'a le mot inscrit. Même sur un ordinateur, c'est toujours quelque chose de, pas d'irréversible, parce qu'on peut toujours effacer, mais de définitif, parce que je l'ai choisi, ce mot. Après une longue attente, après une indécision, après parfois des ratures, etc. Mais c'est ce mot-là que je souhaite mettre, et c'est ce mot-là que, finalement, dans lequel je dépose quelque chose de mon être, de l'intrigue que je suis en train de raconter, toute ma qui vous engage. Voilà, dans lequel, effectivement, je m'engage. Et donc, pour moi, l'oralité est tout à fait différente. Je comprends que vous soyez influencé par des écrivains, par une écriture. Et nous avons tous des livres qui sont, je ne dirais pas des secours de la dernière heure quand véritablement rien ne va. On sait qu'il y a la chute de Camus, on sait qu'il y a le Grand Maulne, on sait qu'il y a les nouvelles d'Hemingway, par exemple. Et que par conséquent, la vie vaut quand même la peine d'être vécue. Il y a combat. Merci beaucoup, Azafi. Il y a un mot pour dire qu'il faut rien sacraliser, et il faut surtout pas sacraliser la littérature. La littérature, c'est pas la vie. C'est la vie qui est importante. C'est pas la littérature. La littérature, c'est autre chose. C'est un plaisir qu'on se donne. C'est une évasion, c'est l'imaginaire, c'est la possibilité de déconstruire la réalité. Parce que la réalité, elle n'est pas plaisante, elle n'est pas belle, la réalité. En tout cas, elle ne correspond pas à nos désirs. Nos désirs sont autre chose de temps en temps, quand même, que la réalité. Quelques petites coïncidences heureuses. Oui. Et donc, déconstruire la réalité, pourquoi? Pour construire une autre réalité. Oui. Une autre réalité. Surréaliste. Voilà, une surréalité qui nous donne une seconde vie. Merci. Voilà. Alors, le mot de la fin, Brigitte Smadja. Est-ce que la langue de l'enfance est une langue à part? Et quels sont les écrivains qui vous ont influencé éventuellement? Pour terminer le débat.
Il nous reste 2 petites minutes. Ce que j'ai beaucoup aimé en fait dans la rencontre, c'est comment chacun a parlé d'une expérience d'écriture qui est une expérience intime. Vraiment tout le monde, et ça je trouve que c'est très important. Moi j'ai vécu en Tunisie jusqu'à l'âge de 8 ans, mes parents étaient tunisiens, sont nés en Tunisie, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, mes arrière-arrière-grands-parents, et pendant 5 siècles. Et pourtant, à l'âge de 8 ans, j'ai quitté la Tunisie, toute la famille, tout le monde est parti de Tunisie. Je n'ai plus un seul parent dans ce pays dans lequel tant de mes ancêtres sont enterrés. Et je dirais presque spontanément, alors que c'est faux, je n'ai plus rien de l'arabe. Je parlais français quand j'étais petite, déjà, ma mère parlait le français, mais sa propre mère, c'est-à-dire ma grand-mère, ne parlait pas un mot de français. Elle parlait arabe, évidemment, elle mettait des petits mots de temps en temps, le mot téléphone, elle savait dire, enfin bon, forcément des mots qui sont arrivés. Mais moi, je me pose la question du fait aussi que l'arrivée en France a été très traumatique et qu'elle s'est traduite par une phrase de ma mère qui a résonné très fort, c'est « il faut oublier la Tunisie ». Parce qu'elle a été convaincue que nous n'y reviendrions plus jamais. Il y avait donc là une rupture très, très forte. J'ai investi la langue française d'une manière absolument, quand je la regarde aujourd'hui, je me dis, je regarde ça de manière vraiment névrotique. J'étais fanatique de l'analyse grammaticale et logique. J'ai adoré la grammaire. J'ai été professeur pendant 40 ans et j'ai adoré enseigner la grammaire. C'était une telle passion que mes élèves me demandaient « est-ce qu'on va avoir encore 1 heure de grammaire aujourd'hui ?» Tellement ils aimaient le cours de grammaire et d'orthographe. Donc j'ai investi cette langue vraiment très fort. J'ai énormément lu, et je reviens aussi à ce que lu évidemment des écrivains français, mais aussi lu des écrivains traduits en français, et ça me fait penser à l'intitulé en fait de cette rencontre entre nous, c'est qu'en fait, pour moi, peu d'écrivains, moi je m'estime pas du tout à ce niveau, mais alors très très loin, mais peu d'écrivains sont pour moi des inventeurs de langue. Il faut vraiment arriver à des sommets. Pour moi, Proust a vraiment est quelqu'un qui a, bien sûr, on va dire, c'est sa propre langue, mais au-delà, il a fait des émules, il a créé une musique dont d'autres se sont emparés. Faulkner, que je lis très régulièrement, que j'adore, c'est aussi quelqu'un qui a inventé cette langue extraordinairement polyphonique dans laquelle il a aussi inséré toutes ces langues de populations très diverses qu'il a rencontrées, puisqu'il parle du sud des États-Unis. Donc c'est une langue qui est très très polyphonique, avec des voix très différentes, avec des temps, une temporalité extraordinaire. Donc c'est évident que j'ai été nourri aussi de ces écrivains. Quelle incidence ces lectures ont eu sur ma propre écriture, je n'en sais absolument rien. Une chose, en tout cas, que m'a appris cette rencontre, c'est que je ne peux pas me satisfaire de dire que j'ai perdu l'arabe. Pourquoi ? Parce que quand je vois un palmier, quand je vois du blanc et du bleu, je suis immédiatement chez moi. Quand j'écoute une chanson en arabe, ça m'arrive très souvent, je suis émue, mais très fortement. Quand je sens du jasmin, c'est immédiat. Donc je me dis qu'il y a quelque chose là qui est enfoui, qui est inscrit, qui est très fort. Et après tout, maintenant que j'ai plus de temps devant moi, peut-être que je vais enfin aller taper à la porte d'une université, m'inscrire en arabe. J'avais essayé, mais on me l'a refusé parce que j'étais agrégé de lettres, mais je n'avais pas mon bac. Et qu'à la fac, ils m'ont dit « Ah non, sans le bac, on ne peut pas vous inscrire ». Donc là, je pense que oui, ça me donne très envie de revenir à cette langue, pour savoir quelle trace elle a laissé. Vous allez inventer encore une langue. Voilà. Merci beaucoup pour ce très beau témoignage. Je remercie tous les écrivains pour leur témoignage, pour leur sincérité, leur engagement dans ce récit de leur propre, ce micro-récit de leur propre amour de l'écriture. Je suis ravie de vous avoir. Merci Samia, merci beaucoup. Merci à vous et vous êtes toujours les bienvenus. Merci infiniment. Et un peu de musique arabe pour Brigitte Smadja. Voilà. Merci, bravo, c'était formidable.